Bonjour à tous, Keplan, épisode 7 déjà, on a dépassé le milieu de l'année. Ceux qui nous découvriraient aujourd'hui, Keplan, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast qui raconte plein de choses, sport extrême, aventure, les offs de YouTube. Nous, on est Clément et Paul, propriétaires de cette chaîne Hit The Road, 840 000 abonnés et quelques dans ces eaux-là. Vous avez peut-être vu Ninja Warrior grimper des grues, Légion étrangère, infiltrer des bâtiments, des urbex, escalader le Christ de Rio. J'allais dire le Christ cosmique, c'est presque ça. Aujourd'hui, sujet vaste et varié et divers, on a plein de choses. Un sujet assez grave, mais on trouvait important en fait d'en reparler. Donc on va évidemment parler un peu de ce qui se passe en urbex. Il y a de plus en plus d'accidents et nous, ça nous inquiète aussi. Et on va parler de plein de choses, l'environnement créatif, moto notamment. Pas que moi qui déteste, apparemment le mec à côté de moi peut détester la moto aussi. Et voilà, plein de choses. Et une belle annonce de quelque chose qui arrive à Noël. Accrochez-vous, la fin de ce podcast va être remplie d'émotions. Carrément, on va pleurer, on va sortir le mouchoir. Peut-être. Moi, tu sais que ce podcast, c'est mes tournages préférés. Je pense que c'est presque ceux... Enfin, parce que tu sais, les tournages action, c'est cool, il se passe des trucs et tout, mais c'est vrai que c'est agréable de se poser avec vous, avec toi, mon cher Clems, et débattre des sujets variés. C'est un peu polémique ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on traite disparition en urbex, on va dire ça comme ça. C'est vrai que l'urbex, de prime abord, c'est une discipline qui est accessible au grand public, dans le sens où il faut, comme le parcours finalement, une paire de baskets, un peu de courage et voilà. Mais en fait, on se rend pas compte qu'il faut aussi un peu de préparation, de pleine conscience. Je voulais commencer par ça parce que, en fait, on a vite fait de se faire embarquer dans une aventure où il y a un peu d'adrénaline, t'as pas envie de te faire choper. Il y a plein de facteurs autour de toi, tout l'environnement qui est du coup pas fait pour que tu sois là. Donc en fait, il est pas safe cet environnement. Et il y a plein de dangers qui sont cachés, parfois des dangers qui sont insidieux, parfois des dangers qui sont pas présents dans l'instant, mais qui vont être des dangers qui vont se manifester dans le futur. Quand on parle de conditions météorologiques, peut-être que là, maintenant, tout va bien, mais qu'après, la météo va se compliquer et que ça va te mettre en danger. Donc, en fait, il y a pléthore de facteurs. C'est compliqué d'avoir tous tes sens vraiment en éveil pour arriver à pressentir le danger. Et pour ça que ça nous tenait en fait à cœur de faire ce petit, ou cette grosse partie, un peu disclaimer, attention, l'urbex, c'est une discipline qui est accessible, enrichissante à plein de points de vue, que ce soit créatif, culturel également, mais c'est une discipline qui comporte des dangers et vaut mieux y aller en groupe, accompagné, prendre plus de précautions que pas assez de précautions, mais comme d'habitude, quand j'ai pris la parole, je la garde. Non, vas-y, dis-nous. L'élément déclencheur, c'était, peut-être vous avez vu dans les news, il y a un Français, il n'y a pas longtemps, qui allait à Baïkonour, donc la fameuse base spatiale au Kazakhstan qu'on a pu faire en décembre dernier, et qui est décédé sur place, qui est assez tragique. Mais en fait, tous les ans, dans le milieu de l'urbex, pour ceux qui suivent un peu, il y a régulièrement, pas que des Français, mais des Français quand même qui décèdent en faisant ces activités. Et le truc, c'est que la moyenne d'âge, j'ai l'impression quand même de gens qui font de l'urbex, c'est plutôt jeune. Les 2-3 décès que j'ai en tête sur ces 3-4 dernières années, c'est des mecs qui ont 23, 24 ans, ce qui est pas normalement un âge où on est censé partir. Et finalement, c'est vrai que en refaisant un peu le chemin de nos vidéos, donc on montre plein de choses, du courage, la découverte, etc. Mais il n'y a pas toujours le détail des préparatifs. On essaie de le montrer, mais c'est pas toujours peut-être le plus excitant ou le plus intéressant. Donc c'est vrai que peut-être qu'on est fautif aussi de pas assez le mettre. Donc on s'est dit que c'était un bel espace ici aujourd'hui dans ce podcast pour parler préparation, de choses à avoir en tête, à faire gaffe. L'idée, c'est de se servir certes de ces exemples pour montrer peut-être ce qu'il y aurait pu avoir comme préparation supplémentaire ou comme précaution. L'idée, c'est de se servir de nos expériences perso, de ce qui s'est passé, ce qu'on a lu dans la presse pour essayer de trouver les bonnes astuces, si je pourrais dire ça ainsi, pour éviter les accidents, quoi. Des petits tips et puis vous dire d'être plus prudent que nécessaire au global. Nous, il y a plein de fois, on a pris des précautions qui, franchement, servaient à rien. En fait, c'est quand elle te sert que tu es content de l'avoir prise. Tu vas toujours un peu en dessous. Comme ça, tu es sûr d'être dans ta zone de confort et tu limites grandement les risques. Ouais. Mais vas-y, précaution numéro 1, moi je dirais peut-être l'entraînement physique. Évidemment. Nous, on vient du parcours et tout, et c'est vrai que
Nous, notre découverte de l'urbex, ça a été à travers le parcours. C'est-à-dire que quand tu fais du parcours, tu t'entraînes au sol, tu t'entraînes entre deux murets. Avec l'expérience, tu vas peut-être monter sur une petite maisonnette, puis un petit immeuble, etc. etc. Et de par nos grimpettes, on a été amené à trouver des endroits abandonnés. Nous, c'était comme ça qu'on a découvert l'urbex. Enfin, pour ma part, tu vois, j'ai jamais fait de vieux châteaux anciens. Ça a été toujours des friches industrielles, peut-être des bâtiments à moitié abandonnés, etc. Donc nous, il y a eu effectivement ce côté préparation physique. La préparation physique, pour moi, elle te donne aussi la caisse de l'endurance. Ouais. Parce que tu vois, il y a l'urbex de franchissement, entre guillemets, où le point principal, c'est infiltrer, grimper quelque chose pour avoir accès. Par exemple, quand on parle de Baïkonour, la caisse physique, c'est de la résistance qu'il te faut. C'est de l'endurance, c'est être résistant au froid ou au chaud. Dans le cas présent. Mais c'est vrai que pour reprendre cet exemple spécifique, c'est... tu vois, moi je pense que ce qui nous a servi, nous, dans notre exemple à Baïkonour, vu qu'on l'a fait de nuit, mais surtout en conditions hivernales. En 4 nuits. Et oui, déjà. Et surtout, en fait, le parcours était utile peut-être pour la volonté mentale et connaître son corps, ses limites. Mais pour moi, la vraie chose qui nous a aidé, voire même peut-être sauvé, parce qu'il y a des moments où c'était un peu critique, c'était, tu vois, les quelques expéditions qu'on a faites en haute montagne où j'avais un peu ces voix résonantes de Thibaut, tu vois, notre ami photographe qui nous disait ça, de manger avant d'avoir faim, boire avant d'avoir soif, se découvrir avant de transpirer, se couvrir avant d'avoir trop froid. Enfin, ça a l'air d'être un b.a.-ba, mais en fait, c'est des choses qui sont essentielles quand tu es dans des conditions un peu extrêmes. Et effectivement, il n'y a pas que le sport, le parcours, ok, on est fort, on fait de l'escalade, on a des biscottos. Non, c'est aussi la préparation, est-ce qu'on pourrait dire une préparation expédition, tu vois, finalement, quand tu vas dans un refuge en haute montagne ou ce genre de choses, c'est les mêmes compétences, quoi. Je pense qu'il faut arriver à trouver des analogies entre les projets de chacun et pouvoir se dire, ok, j'ai envie d'aller me faire une expédition dans la neige, je vais trouver les conditions de neige et je vais essayer d'apprendre de ce que font les mecs dans ces conditions-là. Par exemple, si tu reprends le froid, la transpiration, savoir se découvrir quand il fait trop chaud. En fait, concrètement, dès que tu transpires, tu mouilles tes couches qui sont les plus proches de toi, ça va être impossible à sécher, et surtout, dès que tu vas t'arrêter de bouger, tu vas prendre froid. Et tu n'auras plus rien pour te réchauffer parce que tout sera mouillé. Donc, pour vous donner un exemple, Baïkonour Steppe, le blizzard, toutes mes couches étaient ouvertes, j'étais presque en t-shirt, tellement en fait l'effort de marche était intense. J'étais totalement découvert, presque en t-shirt. Et en fait, dès que tu t'arrêtes, avant d'avoir froid, tu te recouvres. Tout ça pour adapter constamment, en fait, ta chaleur, t'adapter au milieu. Mais donc ça, c'est vraiment juste un exemple précis. Mais je pense qu'il faut avoir la curiosité et l'ouverture d'esprit et aussi l'humilité de se dire, attends, je vais aller me renseigner auprès de ceux qui savent. Mais bon, ça c'est très généraliste, pas forcément appliqué dans le cas présent. Peut-être qu'on peut, tu peux nous parler de ce que tu as lu dans la presse. Nous, c'est pas quelqu'un qu'on connaissait personnellement. Ouais. En tout cas, c'est toujours super malheureux parce que c'est une nouvelle triste. On est pas censé partir en faisant ça. De ce qui est sorti, alors après, toujours avec la presse, est-ce que c'est 100% véridique? Est-ce qu'il y a eu des raccourcis? On les connaît, les dépêches de l'AFP. Avec le Christ, on les connaît. Bon, après, nous, ils ont dit qu'on était allé à New York faire des tours. On n'est jamais allé à New York de notre vie, mais bon, bref. Donc, c'est pour ça, toujours prendre des pincettes, surtout quand en plus il y a de la traduction qui se rajoute, parce que c'était des articles en russe principalement. C'est vrai. Donc, un jeune qui est mort de déshydratation dans les steppes du Kazakhstan. Donc, il a voulu infiltrer le cosmodrome de Baïkonour, donc en été, au mois de juin. Si j'ai bien lu les articles, c'est sur le chemin retour, quelques kilomètres avant l'arrivée, que il est tout simplement mort de déshydratation. Donc, ils étaient deux. Le deuxième, lui, est toujours en vie. Et c'est là où il y a beaucoup d'éléments où, étant donné qu'ils font ça au mois de juin, sur les mois les plus chauds, qu'on est au milieu des steppes, effectivement, il va faire très chaud. Donc, il est mort de déshydratation. A priori, c'était assez... peut-être la cause la plus plausible par rapport aux conditions extrêmes, parce que je vous le rappelle que les steppes, c'est un peu comme le désert. C'est la journée, il fait très très chaud, le soir, il fait très très froid, en été, il fait encore plus chaud que nous, ce qu'on connaît ici en Europe. En hiver, il fait encore plus froid. Tu vois, on s'est tapé, je crois, du moins 18 ressenti moins 20 quand on l'a fait en février. Donc, c'est des écarts de température assez extrêmes. Quand je compare avec la nôtre, des choses qu'on n'a pas forcément montrées, c'était justement les précautions supplémentaires. Le problème principal quand tu es en autonomie, en autarcie comme ça, c'est l'eau. C'est le truc le plus essentiel. Aussi bien nous pour manger, parce qu'on avait du lyophilisé, donc il faut mettre de l'eau chaude qui va rehydrater des aliments qui sont desséchés, qui sont du coup plus légers, plus compacts. Et malgré le fait qu'on soit en hiver et qu'on avait la possibilité, et on l'a fait, de faire fondre de la neige pour économiser l'eau, on avait prévu énormément de bouteilles par rapport au stock maximal conseillé. Moi, j'avais pris une bouteille bonus que je me suis trimballé, et heureusement, parce que finalement, on a beaucoup consommé de l'eau. C'est ça qui est dur avec l'eau, c'est que ça pèse, c'est ce qui pèse le plus lourd, et t'as rapidement la flamme d'emporter trop. Nous, ce qu'on avait fait notamment,
on avait planqué des bouteilles sur le point en retour, auquel on était censé retrouver également le chauffeur. Donc ça nous permettait de se dire, ok, on sait qu'on arrive là-bas, on a un peu de flotte. Après, on avait d'autres problèmes. Le jour, par exemple, qui allait se lever, si le mec n'arrivait pas, on allait se retrouver au milieu des steppes avec une bouteille d'eau et un ou deux Yofi. Là, ça aurait été problématique. Mais on était à côté d'une route. Donc, le plus gros problème, c'était en fait se faire choper. Si le chauffeur se présente pas, on n'est pas à court d'eau. On avait quand même encore du gaz, de la nourriture et de l'eau. À mi-chemin, on avait aussi une bouteille planquée au besoin. Et puis, on avait, nous, le luxe, effectivement, de faire fondre de la neige, même si sur le dernier jour, ça avait pas mal fondu et qu'il y en avait beaucoup moins. Mais voilà, c'était prendre des précautions. Et même niveau bouffe, tu vois, il nous restait un repas supplémentaire. Donc on avait un repas complet chacun, même si le chauffeur venait pas nous chercher, on avait pris plus que prévu. Tu peux rapidement survivre sans nourriture pendant plusieurs jours. L'eau, au bout de 2-3 jours, c'est ultra critique, quoi. Donc, moi, je me dis toujours, je prévois pour 7 ou 8 jours, tu vois, si je pars 5. Ouais. C'est presque, je double les quantités. C'est très chiant à porter, c'est très fatigant. Ça te met une marge de sécu supplémentaire. Après, le truc, c'est qu'on ne connaît pas les raisons exactes qui ont mené à cette situation tragique. C'est toujours bien de le rappeler. Tu vois, peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui sont tentés d'aller là-bas, tu vois, bien sûr, parmi ceux qui nous écoutent. Et c'est toujours cool de dire, ok, c'est des aventures de ouf. Déjà, on a le temps dans la vie de vivre les trucs. Et la vie est théoriquement longue. Et donc, en fait, même si on a souvent tendance à être pressé, à vouloir tout de suite le truc, parfois, il faut accepter de prendre le temps de se préparer à faire le truc. Moi, ça fait des années que je meurs d'envie de faire du base. Fondamentalement, si je sacrifiais tout dans ma vie pour faire que ça, je pourrais le faire. Mais il y a des manières d'aller au truc. Même Baïkonour, tu vois, l'exemple typique, c'est ça, on avait fait Explore en 2017, si je dis pas de conneries. En 2018, on était censé faire Baïkonour, mais pour plein de raisons, principalement financières, nous, on ne pouvait pas y aller. C'était trop cher d'aller là-bas. Et finalement, on a concrétisé ça en 2023, donc ça aura mis 6 ans à mûrir dans notre tête, à peut-être voir aussi d'autres créateurs ou d'autres urbexeurs y aller, voir les problématiques qu'ils ont, eux, eues sur place. Il faut mieux pas se précipiter, comme tu le dis, garder le temps. Et pour moi, un des meilleurs exemples récents, c'était, tu vois, il y a 2 semaines, on était à Paris. On devait grimper une grue, on avait plein de tournages de prévus et on avait en fait un timing super serré. On avait vraiment genre 2 jours pour tourner 2 ou 3 vidéos. C'était un peu le rush. Non, mais attends, les amis, on a enchaîné les stages de navigation pour le Dakar Rally, dont on vous parlera un peu plus tard. On a enchaîné ça avec la traversée à la nage de Paris. Et ensuite, le lendemain, on s'était levé à 4h30 du matin tous les jours. Et le lendemain, il fallait encore se lever à 4h15 pour aller grimper une grue. C'est vrai qu'on a fait une semaine privation de sommeil, quoi. Mec, j'ai juste pas dormi, très très peu dormi. Mais après, c'est bien, c'est en train pour le Dakar. Mais c'est pas la question. En fait, la question est qu'on s'est tous les deux réveillés à 4h15 parce que c'est le boulot. Le réveil sonne, tu te lèves. Et debout, compagnie réveil. Et en fait, on s'est regardé en mode, attends, mec. On s'est vraiment regardé dans le couloir. Franchement, là, on s'est regardé en mode, tu vois, on est 2 à grimper, je suis pas sûr qu'on soit 2 à descendre. Tu vois. Faut juste arriver à s'écouter. Et on dit ça, mais on connaît, je pense, comme beaucoup, la fougue de la jeunesse. Et parfois, tu vois, genre quand t'as ces âges-là, 23, 24 ans, c'est super dur de se dire, en fait, j'ai le temps, tu vois, genre je suis pas un an près, je peux prendre du temps pour m'entraîner plus, je peux prendre du temps pour préparer plus, tu vois. Également, c'est aussi assez hypocrite de notre part, parce qu'on est un peu tout le temps à 1000 à l'heure, à aller faire 1000 projets, à vouloir que ça bouge, à vouloir que ça avance, mais c'est dur pour tout le monde de prendre le temps, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais je pense qu'on a, nous depuis toujours, et moi c'est ce que je dis quand on parle de ce qu'on fait et que souvent les gens qui pratiquent pas nos activités, la première réaction c'est hyper dangereux, machin, peut-être tout de suite les gens ils s'imaginent des scénarios. Et moi, ce que je dis à chaque fois, c'est pour moi, un athlète de sport extrême accompli, c'est l'athlète qui a 70 ans. C'est le mec qui a réussi à pratiquer toute sa vie sans aller au-delà de la limite. Et du coup, plus les années passent, plus je trouve ça stylé de... depuis nos 16 ans, mec. C'est pas on met tout sur la table, on fait all-in à chaque fois, pas du tout, on réfléchit à ce qu'on fait. Mais plus les années passent, tu vois, là on a dépassé la case trentaine, après il y aura la case quarantaine, et si on est encore en train de faire je sais pas, du parcours de la grimpe, des sauts en parachute à cet âge-là, c'est trop stylé. Je le souhaite. Ça prouve bien que tu fais attention, que tu prends toutes les considérations possibles avant de t'élancer dans un projet. Bon chasseur est un vieux chasseur. Non, c'est pas ça. Là. Je connais pas. Non, je rigole. Non, mais être un vieux pirate, c'est classe. Donc il faut durer, quoi. La vie est longue. Et puis il y a tellement de belles choses à expérimenter qu'il faut pas se cramer de suite. Et puis c'est tellement facile finalement de tout sacrifier pour un plaisir immédiat. C'est même plus dur de construire dans la durée, quoi. Mais comme tu disais, tu vois, moi je jette pas la pierre à des gens plus jeunes que nous qui veulent faire plus ou qui prennent
peut-être plus de risques à leur échelle. Mec, Parce que à 25 ans, t'es... en fait, je me remets même à 22-23 ans, j'ai fait des trucs complètement débiles. Même à 5-6 ans, mec. J'ai des souvenirs de trucs métro surfing, pas dans mon état naturel, où c'était dangereux bêtement, tu vois, et je le referais pas forcément aujourd'hui. Donc c'est aussi ces expériences qui forgent et qui te font qui te donnent plus de maturité, de réflexion pour après. Mais nous, ce qu'on voulait surtout dire, c'est... J'ai l'impression que le piège de l'urbex, vu que souvent, c'est un peu n'importe qui, entre guillemets, qui peut le faire. Il n'y a pas de barrière physique, technique, véhiculaire, si je puis dire. Genre, tu vois un mec qui fait un jump de moto de 400 mètres, il faut quand même une moto. Donc, si tu sais pas piloter la moto, tu vas pas le faire. Ouais, et puis tu montes sur la moto, tu te rends bien compte que tout de C'est suite, ça, il y a quand même une barrière à l'entrée, quoi. Le problème du roofing, de certains trucs de grimpe un peu light et d'urbex, c'est que quand tu vois une vidéo, tu vois quelqu'un qui est habillé comme toi, tu te doutes pas que peut-être il est entraîné ou pas, et du coup, ça a l'air super accessible, alors qu'encore une fois, en fait, j'ai l'impression qu'avec toutes les vidéos qui sortent et que vu que c'est toujours plus et toujours plus haut, plus fort, tu sais, moi dans ma tête, Baïkonour, c'est pour ça que le film, on l'a appelé aussi la quête finale. Ouais. C'est que c'était l'un des objectifs ultimes mais c'est de le boss vie de fin, en mec, c'est le urbex, boss tu de vois. fin, ouais, bien sûr. Donc quand t'y vas, et en tête que c'est le boss final, tu vois, même si c'est concrètement c'est que de la marche, c'est que 40 km, c'est pas la mer à boire, mais c'est de la steppe, faut pas se faire attraper. T'as des contraintes extérieures, notamment de pas se faire choper, qui font que effectivement tu vas peut-être dériver de la ligne rouge parce que t'as pas envie de te faire choper, sauf que l'erreur plus l'erreur peut amener après un problème dévastateur, quoi. Bien sûr, et quand tu parlais en fait du roofing un peu accessible, il y a aussi le délire d'accoutumance au milieu. Quand tu découvres le truc, tous tes sens sont en éveil, et en fait, c'est comme dans toutes les disciplines, les moments où tu es le plus exposé au danger, c'est au début de ta pratique. Puis souvent, tu es en groupe, donc tu t'engraines un peu dans le truc. Et aussi, nous, parfois, peut-être la chance qu'on a, c'est que le tournage impose un rythme assez lent, parce qu'il y a du temps de manutention, de filmage et tout, tu vois. C'est dur, parce que parfois, quand il faut réagir rapidement, t'es avec la caméra, t'as des contraintes de « Ah merde, j'ai un gros bousin dans les bras, où est-ce que je le fous pour courir ?» tu vois. Et en même temps, ça t'impose en fait le rythme de la réflexion, parfois en exploration. Ne rien faire, ça peut aussi être une bonne option. Par exemple, tu vois un mec qui t'arrive droit devant, ça se trouve, en fait, le gars, il t'a pas vu, et tu vas détaler, il va encore plus te voir. Il y a eu pas mal de fois, j'ai en mémoire, où finalement, en fait, ne pas bouger, rester tapis dans l'ombre, c'était aussi une super solution, quoi. Ça, c'est pour un peu le côté mindset, préparation physique. Ouais. Quels tips on pourrait donner et je vais juste ceux qui rebondir nous sur le côté groupe. Même en fait, 2 personnes, c'est déjà un groupe et c'est déjà s'entraîner dans le truc. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on se connaît depuis toujours. Donc, tu vois, typiquement, l'exemple de la grue à Paris il y a 2 semaines, on se connaît. Je t'ai dit, vas-y, mec, je suis dans la PLS totale, c'est dangereux. Tu m'as dit pareil, donc d'un commun accord, tu vois, on a dit stop. Ouais, mais après, je pense que t'as fait ta petite bite quand même. Non, je rigole. Non, mais en vrai, mais à contrario, tu vois, si tu m'avais dit, moi, je suis trop chaud et tout, j'aurais eu la maturité pour te dire, moi, je le sens pas, donc je t'accompagne jusqu'en bas, je te filme, mais je vais pas monter, tu vois. Et moi, tu m'aurais dit, je suis chaud bouillant, j'avais pas trop envie d'y aller, mais je me serais dit, allez, c'est le boulot, on va y aller doucement. Rester dans le corps de la grue, ça va, mais commencer à jouer avec la flèche. Ah non, les trucs qu'on prévoyait, non, mais c'est que repousser, hein, la vie est longue, comme on l'a dit. Un groupe de 2, c'est déjà un groupe, et typiquement, il y a peut-être des trucs à mes débuts où si j'avais été vraiment solo, genre tu me balances solo à Baïkonour, est-ce que vraiment je vais au bout des choses ? Tout seul et à 2, ça n'a rien à voir. Tu sais que moi j'adore les passer à partager avec toi, mais j'adore aussi les missions solo. C'est totalement différent. Et encore aujourd'hui, des trucs pétés à 2 où tu rigoles, t'es serein. Ouais. Tout seul, mon gars, tu te chies dessus. Ah ouais. Là, on a parlé préparation physique, mentale, pas s'engrainer, le groupe, etc. L'autre truc dont on n'a pas parlé, c'est peut-être faire attention aussi au mobilier. Donc, encore une fois, je fais de la propagande pour le parcours, hein, c'est un truc de ouf, mais la maîtrise du parcours t'amène aussi à toucher à beaucoup de matériaux, je sais pas, du bois, du métal, du truc rouillé, du truc en bon état. Et t'as une sorte d'expertise où juste au toucher, au rebond avec tes pieds, comment tu ressens les matériaux sur lesquels tu es, en fait, t'as une certaine notion de ok, c'est résistant, c'est flex. Et ça, faut faire gaffe parce que pareil, je pense à d'autres accidents en urbex il y a plutôt là 5-6 ans. De mecs qui passent à travers un plancher ou qui est sur une barre métallique qui cède alors qu'il est suspendu dessus. Et pareil, tu vois, il y a aussi le facteur malchance où tu peux marcher sur la mauvaise planche, marcher sur le truc qui est mal soudé. Et ça, c'est une autre notion à avoir en tête. Et même nous, on n'est pas à l'abri, même si on a un certain regard aiguisé sur ce genre de choses, il peut aussi y avoir un accident, donc toujours avoir plusieurs points d'appui, ce qu'on appelle nous dans le parcours des réchappes, c'est-à-dire si là ça cède,
quel réflexe mon corps va sortir, où est-ce que je peux me rattraper, comment je peux me dépatouiller d'une situation dangereuse. Donc il n'y a pas que l'expertise en soi, il y a aussi être attentif sur le milieu qui t'entoure et sur tous les matériaux. Oh, j'ai un autre tips. Et le dernier tips, les amis, je vais l'appeler le sixième sens. Le sens d'avoir une vision un peu globale de ton parcours dans le lieu, de cette vision un peu globale qui te dit « Attends, là, il s'est passé ça, ça, ça et ça, c'est ça mon état physique, voici les dangers tout de suite maintenant. » Hop là. Alors là, dans l'histoire, il y a une espèce d'entonnoir qui est en train de se créer où ça peut mal se passer. Et si c'était pas la grimpe de trop à ce moment-là, tu vois, et genre avoir un peu cette notion de genre tout ton parcours pour te rendre compte de attends, là c'est quand même bizarre que tout se passe bien. Je dis pas qu'il y a du destin, que les choses sont écrites à l'avance. Moi je n'y crois pas. Perso, chacun ses croyances. Ah ouais. Non, je crois pas au destin. Non, pour le coup, plusieurs fois, moi, je me suis fait cette réflexion de... tu vois, typiquement, dans ces âges-là, un peu de folie, 23-24 ans, on avait enchaîné plein de trucs un peu à tirer sur la corde, et je me sentais bien. Il y a des moments où je me suis mis en retrait en mode, oula, là, ça fait 2-3 semaines que j'enchaîne les saloperies. Je sais pas s'il y a un karma dans la vie, mais dans le doute... Petite semaine de repos pour repenser à ce que j'ai fait, à mes péchés, tu vois, si tout se passe bien. Mais c'est bien, et c'est bien pour plein de trucs, et je pense que c'est similaire à plein de disciplines. Et ça, c'est marrant, tu vois, dans l'épisode 2, David nous parlait de ça, justement, qu'il avait eu une phase comme ça où il avait enchaîné de ouf tout un été, et qu'à un moment donné, il s'est dit, donc David qui fait du base jump, de la wingsuit, et qui s'est dit, vas-y, je vais juste filmer mes potes, donc je vais voler avec ma wingsuit à la cool, ce qui m'évite de trop y aller à fond. Et lui, notamment, c'était parce qu'il avait beaucoup d'amis qui, malheureusement, n'avaient pas réussi à aller jusqu'au bout du saut, on va dire. Ouais, c'est bien d'avoir écouté un peu la petite voix. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ouais. Inconsciemment, tu vois, je me suis dit, waouh, alors là, la progression a été bien rapide. Peut-être même mon cerveau n'a pas le temps d'accumuler ou de digérer tout ça, tu vois, genre de digérer le truc. Je vais voler un peu plus cool. Ce qui est bien tombé, c'est que j'avais mon fils qui arrivait. Et du coup, ça m'a permis de me concentrer sur autre chose. Voilà, c'était le dernier tips que j'avais à donner. Peut-être que maintenant, on peut parler de pourquoi je déteste la moto de route. Non, je rigole. Je t'ai fait part de ça il n'y a pas longtemps, mec. En fait, je me rendais compte que plus je roulais en bécane, plus je me rendais compte que je détestais rouler sur la route. Mais vraiment que c'était viscéral. Alors que pourtant... Ça, c'est bizarre, hein, parce que pendant tellement d'années, tu partais en week-end avec des gens... Enfin, moi, j'ai jamais compris le délire de faire de la moto sur route. Je comprends pas ce qui s'est passé, les amis, parce que ça me dérange même pas de faire de la route en moto d'enduro. Tu vois, en mode genre liaison de 2 heures pour aller quelque part faire de la bécane, ça m'embête pas du tout de faire de la bécane en enduro. Mais par contre, dès que c'est sur une moto de route, je déteste ça, quoi. Enfin, c'est une sorte d'allergie. En mode, genre, j'arrive pas à prendre du plaisir à rouler avec une bécane qui est genre lourde, trop carénée, un morceau de fonte. Même si c'est puissant, j'arrive pas. Et donc, ouais, là, j'ai vendu ma 1290, celle avec laquelle on a fait le projet. Je l'ai vendue un peu à regret parce que c'est une moto que j'aimais beaucoup, que j'avais préparée et tout. Et je devais m'en séparer pour pouvoir acheter un camion pour le projet Dakar et pour d'autres projets également. Mais enfin, du coup, financièrement, je pouvais pas tout faire. Mais bon, c'est aussi la vie et les objets, ça va, ça vient. Donc, celle-là, je m'en suis séparé. Mais en fait, la dernière fois que je l'ai roulé, après l'avoir emmené à la révision d'avant la vente, je me suis vraiment dit, mais waouh, en fait, je suis content de m'en débarrasser. Parce que déjà, c'est un objet, mentalement, il faut s'en préoccuper, tu vois. Ouais. Genre, faut l'entretenir, ça coûte cher. Et puis en fait, genre, n'importe quelle chute, elle te coûte beaucoup de pognon parce que c'est des trucs qui sont pas faits pour tomber, tu vois. Alors que les motos d'enduro, tu les jettes par terre. En fait, ça m'amène au deuxième point sur la moto et pourquoi je m'épanouis plus du tout en moto de route. C'est qu'en fait, c'est tellement fun la moto tout-terrain, enfin tu vois, genre l'enduro, le franchissement. En plus, avec toutes ces nouvelles générations et l'essor du trail, donc la moto qui est entre la route et entre le tout-terrain, qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, par non-connaissance de l'enduro et par facilité d'acheter un trail parce que c'est un truc qui fait un peu la route, un peu le tout-terrain, partent sur du trail, alors qu'en fait, ils auraient été beaucoup plus épanouis en segmentant, en se disant... Voilà, une voiture pour faire du transport et j'ai de l'enduro pour aller faire du sport. Tu as tellement plus de plaisir à utiliser les outils vraiment
pour ce quoi ils sont faits vraiment intérieurement, plutôt qu'essayer de trouver un entre-deux compromis qui marche Mais nulle tu part. vois, dans le C'est ce milieu que de je veux dire. dans le milieu de la moto, j'ai l'impression que tout motard est fan de moto. Tu vois, ils connaissent tous les modèles, les machins, les trucs. Alors attends, je dis, je déteste la moto de route, j'ai envie de toutes les acheter. Hein. Je vois une 1290, moi j'adore KTM, 1290 Super Duke, j'ai envie d'acheter. Je vois un beau GS XR, c'est une ultra sportive, j'ai envie d'acheter. Je vois une belle Africa Twin. Je pense que tu de te fais avoir l'époque, par la pub. j'ai envie d'acheter. Mais non, mais en fait, c'est vraiment juste genre l'objet que je trouve beau. Et en fait, j'ai même pas envie de les avoir pour les rouler parce que du coup, j'aime pas tant rouler sur la route maintenant. Mais posséder l'engin d'une belle mécanique, j'adorerais avoir une collection de bécanes, mais j'ai pas de garage. Je sais pas si j'aurai un jour de l'argent à mettre là-dedans. J'aime la moto, tu vois, mais je m'épanouis plus du tout sur la route parce que je m'épanouis tellement plus en fait en tout terrain. Bah moi, tu vois, j'ai toujours pas vraiment aimé la moto. Je comprends pas trop les gens qui sont fans de moto, qui vont faire des tours de... Tu sais, ceux qui partent dans les Alpes, dans les endroits où il y a des grands lacets de route et qui vont le week-end juste faire les allers-retours de la montée et tout. Je comprends pas le plaisir. Je comprends que des gens en aient, mais moi, à titre perso, je ne le comprends pas. La moto, c'est viscéral. T'es dans le moteur, tu sens les vibrations, t'es entre deux roues, t'as une notion d'équilibre, de vitesse, d'accélération dans la courbe. Pas du tout, quoi. Mais pour autant... La moto d'enduro, je trouve ça vraiment stylé parce que, en fait, de base, moi, tu vois, j'aime pas trop conduire. Enfin, tu le sais, que ce soit voiture, moto, camion, monster, truck, ce que tu veux, ça me fait chier de conduire, vraiment. Pour moi, c'est une corvée. Mais la moto enduro tout-terrain, il y a un côté franchissement. Alors, est-ce que ça vient du parcours ou autre chose ? Moi, ce que j'aime, en fait, c'est de me dire, tu vois, il y a cette montée-là. À pied, c'est l'enfer. Tu vas mettre 10 ans avec ta moto d'enduro, la bonne trajectoire, l'analyse de la piste, l'analyse de où est-ce que tu mets ta roue, que ça accroche. Il y a un côté vachement ludique. Et surtout, en fait, dans la vidéo qui est déjà sortie normalement quand ce podcast sort, où on a testé un peu de trial, un peu d'enduro, etc., il y a des endroits, en fait, sans moto, même à pied, c'est presque impossible d'y aller. Donc, en fait, la moto devient le seul objet inventé par l'humanité pour se rendre sur ce point-là, tu vois. Pour moi, c'est moto ou cheval. Tu vois, c'était le truc... J'aurais dit, moi, moto ou hélico, mais cheval, ça marche aussi. Ouais. Tu changes de catégorie, t'es dans l'aérien, tu vois. Là, si tu restes cheval, tu restes sur un truc terrestre, qui a plutôt une épaisseur de moto. Et encore cheval, il y a des endroits où c'est quand même compliqué, quoi. Après, mec, t'as pas vu... t'as des chevaux, mec... Donc moi, je sais que j'ai commencé le trail parce que j'avais pas mon permis bagnole et qu'il me fallait une moto pour aller faire du tout-terrain, du voyage, y aller en moto, faire mon bidule, rentrer en moto. Et puis je me suis fait avoir par le marketing, par le côté snob un peu de putain, tout le monde roule en GS à Paris. Puis à l'époque, j'étais un peu dans les rendez-vous clients, tu vois, genre la frime d'arriver avec un bel engin. Et du coup, j'ai acheté une GS. Mais en fait, tu réfléchis au prix de la GS, genre 25 000 balles, mec. En fait, tu peux totalement t'acheter genre une voiture avec une remorque et une moto enduro. Et genre, en fait, en enduro, pour 10, 12 000 euros peut-être préparé, t'as une bécane qui fait les compétitions, les pros, c'est presque ça qu'ils ont, tu vois. Tu peux totalement courir en stock. Et t'as vraiment une machine qui est genre un truc à sensation incroyable que tu retrouveras sur rien, qui va t'apporter même tu vas vraiment piloter quelque chose, alors que si une moto de route, tu seras dans le compromis, et puis en plus, au début, tu vas pas ressentir ce que tu fais, parce que la moto, elle est tellement lourde qu'en fait, tu vas finalement rien apprendre, et ça va juste te coûter plus d'argent, tu vois. Et en plus, la GS, c'est une moto qui est bien, mais elle est facile, donc aseptisée, donc n'importe qui peut la piloter, et finalement, dès que tu la pilotes, bref, moi, je suis plus pour du tout cette moto. Mais donc, en fait, pour le prix de cette bécane, tu peux avoir genre une bagnole et une moto, quoi. Toutes les motos à plus de 15 000 euros et plus de 210 kilos, je pense que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, les gars. Non, mais franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent un trail pour le plaisir d'avoir une machine qui peut faire du tout-terrain. Mais ils en font jamais. De temps en temps, en faisant très rarement. Mais à ce moment-là, genre n'importe quelle machine fait du tout-terrain. Enfin, tu vois, genre... moi, avec le Dacia Duster, mon gars, qui est même pas 4x4, qui est traction classique, je fais du mini tout-terrain, tu vois. Non, mais si c'est pour faire des pistes de gravier, fondamentalement, même une sportive, elle les fait, tu vois. C'était mon petit coup de gueule où d'un coup, j'ai réalisé ce truc-là. T'as dézoomé sur ta vie comme en urbex où ça devient compliqué. J'ai fait un petit dézoom et je me suis dit, en fait, j'étais totalement à côté de la plaque. Et pareil, donc si ça peut donner une perspective, et je pense qu'aussi, il y a l'environnement qui veut ça, tu vois. Il y a la région parisienne, c'est vrai que c'est... plus compliqué de rouler en enduro. Faut
tout de suite, faut aller bouger. C'est pas impossible parce que tu as des terrains de cross qui sont genre à 1 heure. Mais non, voilà, c'était pour recontextualiser un peu. Je trouvais ça important de faire cette petite rubrique. Sujet totalement différent. Je repense juste au sondage qu'on a fait sur le précédent podcast pour savoir un peu quel âge vous avez, quel contenu vous aimez. Qu'est-ce que vous faites? J'ai l'impression de tout le temps parler en the, genre salut mon ami. On a un très bon ami, on aimerait faire un podcast avec lui, mais il n'est pas souvent en Europe. Et c'est vrai qu'il a cette phrase qui nous fait beaucoup rire, c'est mon ami. Au lieu de dire mon ami, il aime bien dire mon ami et ça me fait rire. Tout ça pour dire, j'ai le résultat du sondage sur ce téléphone. J'ai cru que tu allais dire des élections. C'est un peu ça, ouais. J'ai le résultat à 20h là, avant tout le monde. Donc finalement, le sondage est comme on le pensait. Les consommateurs, vous consommateurs de ce podcast, vous êtes plus âgés que la moyenne lycée globale de notre YouTube ou de nos Instagram. Vous êtes quand même globalement un bon tiers de 18-24, qui est le classique écrasant sur les réseaux sociaux. 30% du coup de 18-24. Mais 38% de 25-34, ce qui est quand même plus élevé que sur YouTube. Sur YouTube, on doit être à... YouTube au sens large, on doit être à 30%, là on est à 38%. Et par contre, là où la catégorie explose beaucoup plus, vous qui avez voté sur le précédent podcast, les 35-44 ans, vous êtes 12%. Habituellement, sur YouTube, on est je crois à 4-5 ou 5% de cette tranche d'âge. Et pareil, haute surprise, c'est que les 45-54 ou les 55-64 sont ex-aequo. Les anciens, on va les appeler comme ça pour pas les vexer. Vous êtes ex-aequo à 8% chaque tranche. Donc ça, c'est vraiment balèze parce que le global sur YouTube, on est plutôt sur du 3-4%, pas du 8%. Donc effectivement, les vieux, parce que voilà, maintenant on assume, on est tous vieux, vous êtes quand même un peu plus surreprésentés sur ce podcast et moi, ça me fait très plaisir. Ouais, c'est dans la tête! Moi, j'ai adoré tous vos commentaires parce que, enfin bref, nous, en fait, on est trop contents que toutes les générations soient représentées parce que, tu vois, je trouve ça trop cool quand quelqu'un me dit « Ouais, je regarde ça avec mes enfants » ou alors « Ouais, j'ai fait découvrir ça à mon père », tu vois, et genre, t'imagines, tu peux avoir, du coup, dans cette tranche d'âge qu'on a là, tu peux avoir le fils, le père et le papy, tu vois, que genre tu regardes tous ensemble. Genre, dites-nous si c'est le cas de figure. J'ai envie de voir des commentaires qui disent genre, 3 générations de la famille, on regarde ensemble les vidéos. Déjà, mettez votre nourrisson à nos vidéos. Non, attention, pas les écrans avant très longtemps, ça c'est important. Mettez votre papy plutôt aux vidéos et ça fera des viewers en plus qui augmenteront les tranches citées précédemment. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans le même sondage, j'avais demandé justement, est-ce que vous êtes plutôt consommateur ou vous voulez voir plutôt des vidéos classiques longues ou du short, donc le format vertical 60 secondes. Vous êtes 99,9% à vouloir du format classique, donc ça me fait très plaisir. Et après, j'avais mis un peu des durées de vidéos. Donc j'avais mis, est-ce que vous voulez des vidéos de globalement 12 minutes, une quinzaine de minutes, une vingtaine, plus de 30 minutes. Vous êtes la moitié, 50%, à avoir voté pour des vidéos d'une vingtaine de minutes. Donc ça, tu vois, je pensais pas autant. Ouais, moi non plus, je pense qu'on va devoir allonger, du coup, pour vous faire plaisir, la durée des vidéos. En fait, en gros, le truc qui est pas évident avec ça, c'est que la notion importante sur YouTube, c'est le watch time. Avant, on vous faisait un résumé de la vidéo en disant « C'était vraiment trop cool, j'étais vraiment trop content parce qu'on a fait ci, on a fait ça, en plus il s'est passé ci, et puis en plus on s'est fait machin. » Et du coup, ça crée vraiment vachement plus de rebondissements quand... Bon bref, cette phrase était trop longue, mais vous avez compris qu'on faisait une conclusion qui refaisait la vidéo. Bah, la saison des vidéos du jeudi, c'était ça. On faisait une outro longue. Et je sais plus quelle vidéo, mais j'ai vraiment souvenir de ce moment où on fait une outro de nuit au niveau de la bibliothèque François Mitterrand à Paris. La vidéo, je crois qu'elle fait 11 minutes. Il y a 1 minute 30 d'outro, quoi. C'est balèze de Pendant 1 minute 30, on fait un résumé de ce que les gens viennent de regarder. Le mec grade du temps, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était contre-productif parce que ça augmente la durée de la vidéo. Évidemment, tout le monde s'en branle, donc tout le monde part. Zap, et donc ça te casse ton watch time, tu vois, ton taux de visionnage de vidéo. Par rapport à ça, on est obligé de faire des... Enfin, obligé, hein. On se fait kiffer sur les vidéos. On a tendance à dire, il vaut mieux un truc court, efficace, qui t'en met plein la tronche, qu'un truc où il y a un peu des longueurs et tout. Et du coup, c'est pas évident de trouver le juste milieu entre genre l'efficacité. Bah, tu vois, maintenant que tu dis ça, ça me fait penser justement par rapport au précédent sujet du précédent podcast, où on parlait, tu sais, youtubeurs à vibes, youtubeurs à concept. Les vidéos d'Arménie qui ont moins marché, les 2 dernières, on est sur du 130 000 vues, ce qui est plutôt décevant par rapport au sujet, par rapport à l'énergie mise dedans, par rapport même au montage pour moi qui sont parmi les plus aboutis dans les montages récents. Et justement, j'avais fait un post onglet communauté sur YouTube qui a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires et c'était très chouette de vous lire. Sur Hidalgo ? Non, pas du tout. Non, c'était pas celui-là. Et le global qui ressortait des commentaires, c'est les gens disaient, bah justement, ces vidéos urbex un peu longues, chiadées, travaillées, moi je me les mets de côté parce que je
regarder dans les meilleures conditions. Et du coup, j'ai l'impression que par rapport à la logique YouTube, la logique du monde de tout qui va toujours plus vite, c'est presque contre-productif parce qu'on sort une vidéo plutôt longue. Justement, les vidéos d'Arménie, c'était une vingtaine de minutes qui sont travaillées, donc les gens veulent se mettre dans les bonnes conditions, donc les mettre de côté. Sauf que la vie est tellement speed et les gens sont tellement abreuvés de contenu et d'informations qu'en fait, ils en oublient de regarder les trucs qu'ils ont mis de côté et ces vidéos finalement passent à la trappe. Ah oui, du coup, tu dis en mode c'est contre-productif de faire un truc trop bien parce que les gens se les gardent comme des petits bonbons et qu'ils oublient de les bouffer. Mais voilà, c'est un peu ça. Après, ils s'en rendent compte 8 mois trop tard, mais la vidéo a fait ses vues. C'est une très belle image de se dire, voilà, c'est des petits bonbons que tu gardes de côté. Dans la poche. Mais tu les gardes tellement de côté que tu les oublies. Et qu'après, à la machine. Ils périment et puis... Et du coup, ils sortent tout. Ouais, je connais ça avec mes factures, ouais. Et mes cartes bleues. C'est pas pour autant qu'on n'a pas envie de faire des formats longs, c'est trop bien les formats longs. On continue avec les petits bonbons, les gars. Mais ouais, non, j'ai l'impression que justement, c'est un peu antagoniste les deux. C'est faire un truc trop bien, trop long, les gens le mettent de côté pour se le mater, mais la vie fait qu'ils oublient et ils passent à autre chose et du coup, ils l'ont pas regardé. En fait, est-ce qu'il y a toujours la place pour le contenu intelligent ? Et je pense qu'il y a des gens intelligents qui consomment du contenu intelligent. Donc, vous n'êtes pas des cochons. Qui les ont vus, oui. C'est de la confiture pour des gens confiturés. Ça n'a pas de sens. Peut-être ça coupe au montage, je sais pas. Ou peut-être pas, c'est un podcast. Et tout ce travail justement sur faire 20 minutes et montage vraiment travaillé, ça m'a fait penser un petit peu à justement l'environnement de travail. Et je me suis dit, peut-être ça peut intéresser des gens, parce que je me suis vraiment cette réflexion, à quel point l'endroit où tu travailles, mais pas forcément l'endroit, c'est vraiment tout l'environnement, donc aussi bien les gens que tu côtoies, l'environnement autour de toi, les choses qui se passent, etc. Ça influe vachement sur ta créativité et je trouve ton comportement en tant qu'humain. Ça m'a fait penser à la période où on était en colocation à Cergy, justement, donc on était plusieurs dans une maison, c'était très chouette. Et au fur et à mesure, les gens sont partis. Moi, je me suis retrouvé à être le dernier crétin, finalement, survivant de cette colocation. Et à chaque fois que des gens partaient, des nouveaux revenaient, sauf qu'initialement, c'était mes 3 potes, on était 4, et puis à la fin, je me suis retrouvé tout seul avec 3 inconnus. Et c'était vraiment la cour des miracles, cette colocation, parce qu'il y avait de tout en termes de profil. je sais pas pourquoi, je sens que t'as envie de régler tes comptes, je sens que t'as envie de tu sais, c'est un peu ta diatribe. En fait, c'est la minute de salle, on parle là-dessus, quoi. C'est presque, ouais, en vrai, il y a des passages, ça va être la minute du sale, ça va être le retour de la rubrique préférée. Minute du vraiment dégueulasse. Attention. Parce qu'en fait, il y avait... Je connais les histoires, moi. En fait, il y a bouffé. Enfin, je pense qu'on pourrait faire facile 10 podcasts sur cette période, parce qu'il y avait vraiment de toutes sortes d'histoires. Mais justement, cette période-là, c'est quand on était sur la fin du projet Explore, donc en train de finir le montage. Paul était parti, moi j'étais toujours là-bas, et en parallèle, on commençait à faire les vidéos YouTube. D'ailleurs, les premières vidéos YouTube ont été tournées, pour ma part, là-bas à Cergy. J'ai souvenir des débriefs où je vous parle de Ultimate Beastmaster, où c'était dans cette chambre-là à Cergy, avec un bureau très mal rangé, si vous faites attention aux détails. Et dans cette coloc, il y avait 2 profils totalement différents et pas du tout complémentaires. Il y avait un gars qui était très jeune, je crois qu'il devait avoir tout juste 18 ans, et c'était vraiment un petit merdeux, et je sentais, parce que sa maman était là pour un peu l'entrée, l'état des lieux et tout, et je sentais que elle était contente de le faire aller ailleurs que chez elle parce qu'elle-même en avait plein les fesses de son comportement horrible. Genre, il se prenait pour pas de la merde alors que c'était un minot de 18 ans. Il faisait n'importe quoi, il parlait trop mal, il pensait que c'était le king et que tout lui était dû. Et il avait ce côté très kleptomane où il volait des affaires à tout le monde. Et genre, vraiment, il y avait... je me rappelle justement pour Explore, on avait une tenue sur un des chapitres du gars qui court un peu masqué pour ceux qui ont vu le film. Et c'était une tenue de marque, tu vois, Adidas, Nike, tout ça, survêt un peu cher, quoi. Et ça, c'était rangé dans un placard sous l'escalier, et un jour, ce truc disparaît. Je me dis, tiens, moi, je ne perds jamais mes affaires, je ne mets jamais ces affaires. C'est bizarre que ça ait disparu. J'en parle aux autres colocataires, tout le monde est là en mode, j'ai jamais vu ces tenues. Et un jour, je me dis quand même, je l'ai déjà vu voler des trucs devant moi dans des placards, ce mec, et je le sens pas. Donc les chambres ne fermaient pas à clé. Donc j'ai fait un truc qui est pas cool, c'est que je suis allé dans sa chambre quand il était pas là, j'ai ouvert son placard. Et là, je vois le beau survêt s'attacher dans son beau placard et tout. Et du coup, je le confronte à ça en rentrant, et le mec arrivait à dire que c'était moi qui avais mis exprès les habits dans son placard pour lui faire porter le chapeau, machin. Tout ça pour dire que tout ce moment-là, entre ce gars-là, un autre gars qui était dégueulasse, qui avait plein de détritus dans sa chambre. Je sais pas si je raconte l'histoire de machin, mais bref, j'ai une vidéo où, pareil, je rentre dans sa chambre et en fait, il y a des... Ah, elle est chaude cette histoire, mec, c'est pas possible. Non, je sais pas si les gens... Enfin, tu vois, ça se trouve, les gens, ils écoutent ça au petit déjeuner, tu vois, ils sont en train d'aller travailler. Tu peux pas raconter des trucs comme ça. Mais je le résume sans le côté dégueulasse, je m'arrête juste avant, mais... C'était quelqu'un qui fumait, alors déjà, il y avait des mégots de cigarettes sur le... Bon, alors en fait, moi, j'étais plus là parce que j'avais emménagé avec ma copine,
#l'acheter ou pas, hein, c'est la vie, mais c'est comme ça. Et du coup, je revenais et j'ai des souvenirs d'être passé à Cergy pour tu vois, venir bosser. Parce que du coup, j'étais à Paris, mais je faisais l'aller-retour avec Cergy pour aller bosser avec toi le matin. C'était mon commuting. Seule fois de ma vie, j'ai fait un peu de commuting. Et donc, j'allais travailler. Et donc, j'ai des souvenirs, effectivement. Tu me montres, genre, mec, la chambre qu'occupait, c'était Léo à l'époque. Dégueulasse. Bah ouais, en fait, il y avait plein de poubelles qui étaient pas vidées avec du coup de la nourriture et tout, ça sentait très mauvais. Des mégots de cigarettes par terre, enfin le truc était ultra sale, des assiettes. Dans le lit, non, des mégots de cigarettes. Ouais, des assiettes pas lavées, enfin ça ressemblait à un squat pour le coup, justement en urbex. Ça nous arrive de tomber sur des squats, et bah là c'était ça. Squat payant. Et avec des taches ultra bizarres sur les matelas, tu sais pas si c'est du pipi, si c'est d'autres liquides, horribles. Tu veux pas dire ce que t'as vu directement, est-ce que tu tournes autour du pot là. Vas-y. Non mais j'avance. Depuis tout à l'heure, t'y es, donc vas-y, lâche le morceau. Qu'est-ce que t'as trouvé sur le pieu? J'avance dans cette jungle d'immondisme, c'était vraiment le mot. Et sur le lit en plein milieu, un objet en plastique qui permet à un homme célibataire de se faire plaisir, rempli de liquide dégoulinant fraîchement mis. Non, mais ça va sûrement censuré ça. Non, c'est pas possible. Normalement, d'après YouTube, j'ai pas dit d'insulte, donc on sera pas censuré. Non, bien sûr, mais franchement, les mœurs, tout ça, quoi. Dans je sais pas comment on a fait un podcast là-dessus, mec. Dans l'absolu, c'est des histoires rigolotes à raconter avec le recul, mais en fait, sur le moment, je pense que c'est des choses qui te pèsent. Et tu vois, être au quotidien chez toi à bosser avec, putain, il y a un mec qui vole toutes les affaires. Dans ma chambre, j'ai quand même un ordi qui vaut très cher, j'ai des caméras qui valent cher. Je pense que tous ces trucs-là, ça te mine un peu le moral. Et parfois aussi, on se rend pas compte de trucs plus anodins, mais ça peut être au travail, tu vois, quelqu'un qui vraiment te pète les couilles. Et c'est un truc qui, à la fois, touche ta créativité, mais aussi, je pense, la manière d'être au quotidien. Je me souviens plus comment j'étais exactement, mais il y a moyen que parfois, j'étais pas forcément agréable avec les gens parce que toute la journée, t'es confronté à d'un côté Monsieur Crado et de l'autre côté Monsieur Voleur. Moi, je trouve que, si on universalise un peu le truc, Paris, c'est quand même une ville qui concentre beaucoup d'agressivité. Tu vois, et c'est sûr que t'es moins pisse au quotidien quand t'as une sorte de carapace, tu vois. Enfin, genre, moi, je me rappelle, ça m'arrivait de me balader dans la rue, vénère. Voilà, jamais je me balade chez moi dans la rue, vénère. Genre, je me baladais vénère dans la rue, en mode, putain, je suis prêt à la baston, quoi. Je suis pas quelqu'un de violent, mais ça m'arrivait plein de fois de me balader prêt à la baston parce que t'es dans une sorte de mood, constamment t'as de la violence autour de Watt. Mais dans les grandes villes, c'est vraiment ça. Et quand on retourne à Paris maintenant, c'est vraiment plaisir si on y va pour tourner des vidéos rigolotes, mais il n'y a pas le quotidien d'y habiter. Et malgré tout, la première fois où j'ai déménagé au Portugal, en l'espace d'un mois, en fait, tu te déshabitues tout de suite de la toxicité de Paris, mais c'est valable pour toutes les grandes villes. Et quand tu retournes à Paris, mais il y a des trucs où tu te dis, mais comment j'ai pu accepter ça pendant plus de 30 ans? Alors, il y a plein de trucs, c'est qu'on n'avait pas tellement connu autre chose, pas forcément les moyens d'en sortir tout de suite, tu vois, et que finalement, en fait, quand tu te crées une sorte de petit cocon, une zone de confort, tu sais pas vraiment ce qu'il y a en dehors de la grotte. En fait, si t'es bien, c'est le mythe de la caverne de Platon, mais je veux dire, non mais c'est vrai que tu vois, nous étale sa confiture de savoir. De toute façon, on sait, hein, le moins t'en as, le plus tu la fous partout, à toutes les sauces. Un peu comme le mec qui avait son objet plastique à toutes les sauces. Bon, écoutez, vous avez eu l'aperçu de ma culture en une phrase, donc vous voyez bien que ça va pas bien loin. Non, mais tout ça pour dire que on se crée son confort et parfois c'est dur de le quitter. Et parfois, pour motiver peut-être les gens aussi qui sont dans cet entre-deux un peu pénible, c'est que c'est toujours pour le mieux tant qu'on s'y donne à fond. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, il y a une phrase, bon, c'est pareil, c'est un peu philosophique et je vous la donne quand même. C'est un truc, c'est un peu con, tu vois, c'est un peu de la poésie, mais souvent, moi, je m'y raccroche. C'est que les heures les plus sombres, c'est juste avant l'aube. C'est que quand t'es vraiment au plus deep du truc, en fait souvent tu peux pas aller plus loin, tu vois. Et que l'ascenseur émotionnel il va forcément remonter. Et moi, tu vois, ma vie ça a été un peu ça. Tu vois, souvent c'est l'ascenseur émotionnel et parfois même ça l'était un peu trop. Et donc je me disais, quand j'étais un peu pessimiste et genre quand j'étais au top de ma joie, je me disais attends merde, là c'est compliqué parce que je suis au top, donc ça peut que redescendre très fort, tu vois, parce que j'étais vraiment très haut. Et je pense que c'est important de se raccrocher ces petits concepts, ces petites phrases, tu vois, pour tous ceux qui sont peut-être un peu dans le deep. Forcément ça remonte, tu vois. La vie c'est qu'un ascenseur. Mais c'est un vrai truc de... Et une saucisse également. Ouais, la vie est une saucisse, ça c'est sûr. Déjà, il faut prendre conscience quand t'es dans un environnement un peu malsain où il y a des trucs vraiment pas cool. Et c'est compliqué de se dire, vas-y, je connais ça, c'est mon confort, ok, j'ai mon appart, j'ai mon taf, j'ai mes quelques potes. Faut porter un peu ses couilles, j'ai envie de dire. Ouais, et puis t'es conditionné, si t'as connu que ça, tu vois, si t'as pas d'opportunité, si t'as pas d'ouverture. En fait, c'est en découvrant... Enfin, je veux dire,
On a grandi quand même globalement à la campagne, même si c'était la région parisienne. Mes parents sont dans le sud, perdus au milieu de nulle part, donc on a connu autre chose que la ville qui t'étouffe. Ouais. Mais le fait d'y vivre au quotidien dans un endroit sympa comme là on est actuellement au Portugal, c'est là où tu prends conscience que ah ouais, toutes ces années j'ai accepté ça. Bah, tu m'étonnes qu'il y a des jours où j'étais vraiment le moral dans les chaussettes, parce que comment tu peux accepter de... Je sais pas, dans le métro, il se passe toujours des trucs bizarres. Dans la rue, il y a des fous, il y a des... Plus je retourne à Paris en vivant ici, plus je me dis, mais en fait, c'est vraiment une ville de zinzin, quoi. Il se passe que des trucs. Et en vrai, même si on y passe à chaque fois pas longtemps, 4-5 jours, je ressors, mec, je suis lessivé, quoi. Ah ouais. J'ai qu'une hâte, c'est revenir ici, à côté de mes petites falaises, avec mon chien, enfin, tu vois. Moi, je pense qu'il faut redistribuer les cartes, il faut arrêter avec la domination du travail à Paris, entre guillemets, tu vois. Il faut réécrire, et c'est aujourd'hui, tu vois, genre les nouvelles générations qui négocient pour du télétravail à fond. Enfin, tu vois, ça c'est ouf. C'est trop bien. Il faut aussi avoir des modes de vie plus locaux, entre guillemets. Moi, après, c'est hypocrite, parce que même si nous, on est très local dans ce qu'on fait, on est quand même obligé un peu de voyager pour tourner nos bidules. Après, pour la petite parenthèse, Ouais, c'est intéressant parce que parfois, je vois quelques commentaires et c'est vraiment ce podcast, moi, ça me permet de répondre à tous les commentaires auxquels je peux pas répondre. Tu vois. Puis après, j'en vois juste les extraits que je découpe. Donc je me dis, s'il y a 2-3 personnes qui ont pris la peine de m'écrire, c'est que potentiellement x10 le pensent. Et il y a eu ces trucs-là de ah ouais, vous voyagez beaucoup, machin, etc. Et en fait, quand tu regardes, tu remets en perspective, ton bilan carbone. On fait 1 ou 2 voyages par an pour nos tournages. Alors, c'est peut-être 2 voyages de trop, je peux le concevoir, mais en fait, on n'en fait pas tant que ça. C'est vrai que les gens ont cette image de ah ouais, c'est tout le temps les mecs qui sont à l'autre bout du monde. C'est juste que quand on part, genre en Arménie, les gars, on a genre 9 vidéos d'avance, donc vous allez en bouffer et on essaie de dispatcher pour donner des petits bonbons, pas tout en même temps. Donc, c'est sûr qu'on peut se dire ah ouais, les mecs qui font des allers-retours en Arménie pendant 4 ans, c'est des ouf. Non, on y allait une fois, on a fait 10 jours à bloc et on a ramené v'là le stock. Et ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on a une belle annonce pour cette fin d'année. Mais oui. Après, là, vu que c'est l'annonce officielle, faut qu'on le fasse. Wow. Là, c'est pas encore signé, tu vois. Moi, j'aime bien annoncer quand c'est fait. Et là, c'est en train. C'est presque fait. C'est quoi. en train. Tu t'annonces ou on annonce? Non, vas-y, je te laisse parce que je parle trop là. Je vais changer de. Non, pas du tout. Non. On va faire un deuxième livre. Deuxième livre. Et pas un deuxième enfant, parce que ça, je suis pas prêt. Et en fait, on n'en a pas ensemble des enfants. Séparément, oui, mais pas. Enfin bon, bref, nos enfants, c'est nos livres. Et voilà, donc là, on fait un deuxième livre. Et là, ça va être trop cool, parce qu'en fait, mine de rien, il y a plein de chapitres de l'aventure It's the Road qui n'ont pas été traités dans le premier, parce qu'on était en train de les vivre pendant qu'on écrivait, donc on pouvait pas le mettre dedans. Mais c'est un peu le tome 2 de Infiltré, mais est-ce qu'on l'appellera Infiltré tome 2 ? Je suis pas sûr. Peut-être que ce sera un autre nom. Ce sera un autre titre, mais c'est notre deuxième livre, les amis. C'est un bouquin photo. On va vous mettre un peu plus de texte, parce qu'on a des bidules à raconter. On était un peu frustrés en termes de texte dans le premier, on aurait voulu en mettre plus. On va essayer de trouver une formule où on peut, sans enlever les photos, mettre plus de texte. J'en profite parce que c'est un podcast et qu'on dit tout et qu'on peut se libérer. On dit tout. Vas-y. Deuxième livre en auto-édition nous-mêmes. Ouais. Pour être full liberté créative. Ouais. Faire le premier avec une maison d'édition, c'était chouette. Ça nous a permis de voir comment ça se passait, qu'est-ce que c'était un peu la création, la conception. Personnellement, je sais pas toi, moi j'étais beaucoup frustré d'avoir cette maison parce que même s'ils nous ont laissé beaucoup de liberté, il y avait des contraintes où, pour être tout à fait honnête, plus je vieillis, plus je deviens un gros con et plus ça me fait chier de faire des compromis parce qu'il y avait vraiment des compromis ils voulaient nous imposer certains rendus graphiques que à titre perso, je trouvais vraiment immondes. Ça ne regarde que moi. Et je savais qu'il fallait que je leur donne du lest sur des trucs que j'aimais pas pour qu'eux m'en donnent sur des trucs qui pour moi étaient essentiels et qui devaient être présents. En fait, négocier avec son propre projet pour qu'il soit tel que tu l'as voulu, alors que ça fait des années. En fait, ça fait 15 ans. Exactement, qu'on fait comme on veut. Ça fait 15 ans, non, mais même au-delà de comme on veut, ça fait 15 ans qu'on se pète les fesses à faire nos projets. Enfin, il y a des gens comme vous qui regardent et on peut en vivre et c'est trop bien. C'est pas que pour, in fine, quand ça commence à marcher, il y a un mec qui me dise c'est moi le patron et tu vas mettre une image tordue comme ça, les gens ils tournent le livre. Les gens savent prendre un livre, ils ont pas besoin de le tordre pour s'en servir. Mais moi, des images droites, j'ai pas envie d'avoir une image à 90 degrés. Et ce sera moi je vide mon sac et voilà. Je vais les rotationner juste pour les faire chier. Non, mais du coup, en gros, on prépare ce truc-là et ça va être ouf parce qu'on va pouvoir raconter du Brésil, on va pouvoir raconter du Kazakhstan, on va pouvoir raconter la mine de Soledar en Ukraine, celle qui a été prise par les Russes après. Donc on a plein d'images qui sont inédites et qui n'existent plus, je pense. Ouais, carrément, qui sont incroyables. Et puis l'histoire de ce truc-là est dingo. Donc il y a des chapitres de malade. L'Arménie qui vient de sortir en photo, qui est vraiment top. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Vous êtes pas prêts. Donc voilà, on commence à bosser sur ce bouquin-là avec objectif de pouvoir vous l'offrir pour Noël. Ouais. Et puis voilà, je pense qu'on va bien se faire kiffer là-dessus. Quand même pas mal de boulot, mais que ça va
être le kiff. On essaiera de faire des rencontres et tout. Grave. Et puis ça va être chouette. On ne dirait pas, mais le premier bouquin, en fait, on a fini de l'écrire quand on était au Brésil, juste avant de grimper le Cristo de Rio. Donc, en fait, toute l'histoire du Brésil n'est pas dans le infiltré que vous avez acheté. Bien sûr. Donc, ce sera, je pense, le premier chapitre. C'est ça, ça va être stylé. Genre, tu ouvres le livre, boum, Tadam. Crise de Rio, tu vois. Pour l'instant, on est encore en train de regarder comment l'auto-éditer, l'auto-financer. C'est tout Un art. Ouais, un art, c'est surtout beaucoup de paperasse compliquée pour trouver le bon compromis. Parce que pareil, maison d'édition, les droits d'auteur, c'est peanuts. Enfin, je l'ai déjà dit en live sur Twitch, mais dites-vous que sur le tome 1, vendu 35 €, je crois qu'on touche 1,80 € ou 2 € de droits d'auteur chacun. Vous imaginez le delta, 35 €, vous l'achetez, nous on a 1,80 €, 2 €. Ouais, donc il y a un équilibre. Donc on espère trouver une manière de gagner un peu plus notre vie parce que plus d'oseille, ça fait plus d'aventures, ça fait plus de bouquins, donc c'est un cercle vertueux. Non, plus d'oseille, ça fait plus d'oseille. Point. Plus de bécanes, de routes, plus du coup, à collectionner. Plus de motos, une collection de motos, très bien. Allez, un beau garage, s'il vous plaît. Donc ouais, non, c'était cette belle petite annonce de fin, surprise. Donc j'espère qu'on sera dans les temps, parce que je déteste faire une annonce et pas tenir mes promesses. Alors mais ça, moi j'ai horreur aussi. On vous le promet qu'on sortira pour Noël un infiltré version 2, mais encore mieux, encore meilleur. D'ici là, regardez-moi ce petit coucher de soleil qui pointe le bout de son nez pour ceux qui nous regardent actuellement sur YouTube. Prenez bien soin de vous. On vous retrouve dans les prochaines vidéos et dans le prochain podcast. Carrément, le mois prochain, 5 étoiles comme d'hab, Spotify, Deezer, Apple Podcast. C'est important de mettre les 5 étoiles. Clairement, chauffeur Uber. Et si vous êtes pour boire également. C'est ça. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, machin, tout comme d'hab. Merci beaucoup d'avoir suivi. Puis, entre nos deux têtes, la playlist totale pour ceux qui découvrent Keplan et qui veulent voir les autres épisodes. Allez, on vous embrasse. Plein de bisous. Ciao.